Bonjour. Aujourd'hui, vu que je viens de finir mes vlogs de Tokyo, retour dans le présent parce que ce que vous regardez depuis environ un mois, ça a environ un mois de retard. Et je me suis dit que vu que y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vlogs et qui ont envie d'aller au Japon, ce serait pas mal de faire un peu des vidéos explicatives sur genre des trucs que vous savez peut-être pas et qui pourraient vous dépanner quand vous partirez. Et du coup pour ce premier chapitre dans cette série on va dire, j'ai décidé de vous parler du métro de Tokyo. Parce que le métro de Tokyo, en tout cas mon ressenti c'était terrifiant avant d'arriver et qu'au final je me suis dit mais en fait ça va. C'est pas si compliqué que ça. Du coup je vais essayer de dédramatiser un peu le truc et de vous expliquer le fonctionnement du métro d'une des plus grandes villes du monde. Ça va vachement grandiloquent comme ça. Alors, le métro de Tokyo, en fait, il est divisé en plusieurs compagnies. Il y a 3 compagnies qui sont dans le Tokyo Centre, dont vous entendrez toujours les noms en fait. C'est le métro de Tokyo, qui s'appelle métro de Tokyo. Il y a la Toei aussi, et puis il y a la Yamanote, qui est opérée par JR, qui sont aussi les lignes de Shinkansen, donc le train qui va super vite là. Ils font aussi la Yamanote. Et en fait, la Yamanote elle est super importante parce que en gros c'est une ligne qui est ronde. Si jamais vous partez de là et que vous voulez aller là et que vous vous trompez de sens, si vous attendez suffisamment longtemps, vous finirez par arriver là quand même. Vous pouvez pas arriver au terminus et vous dire genre merde, c'était complètement dans l'autre sens en fait. Donc ça c'est bon, mais faut savoir aussi que genre ça prend 1h30 de faire le tour complet. Donc évitez de la prendre à l'envers quand même. Si jamais vous la prenez à l'envers, cela dit, vous n'allez pas spécialement payer plus cher puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, on paye non pas au temps qu'on utilise la ligne, mais juste à la distance qu'on a parcourue. Et donc s'il voit que vous descendez à... je sais pas, vous êtes parti de Shinjuku et vous arrivez à genre Harajuku, il va juste vous faire payer le trajet entre Shinjuku et Harajuku, pas le trajet par là. Ce qui est aussi une bonne chose à savoir. Pour payer le métro de Tokyo, il y a 2 solutions. La solution d'abord, en général quand vous arrivez, vous serez obligé de la prendre parce que vous n'avez pas encore de carte d'abonnement, c'est de prendre des tickets. Ça me paraissait beaucoup plus compliqué que ça ne l'est avant que j'arrive. Et puis quand je suis arrivée, je me suis dit mais en fait pourquoi prendre une carte, enfin genre c'est simple les tickets. Sauf que la carte elle vous gagne un petit peu dessous, donc ça vaut quand même mieux que prendre la carte. Mais bon, les tickets en fait, à chaque station, au-dessus de là où vous pouvez acheter les tickets, donc c'est juste des bornes automatiques, hein, c'est pas très dur à trouver. Vous regardez, il y aura des cartes avec le métro et ce sera indiqué à quelle station vous êtes. Ensuite, partant de là, il faut regarder quelle station vous voulez aller et il y aura un nombre dessus. Si par exemple elle est à côté, ce sera genre 170. Si elle est un peu plus loin, ce sera genre 200 ou 210. Et en fait, ce nombre-là, c'est le prix que vous devez payer pour aller de la station où vous êtes à la station où vous voulez aller. Donc il suffit d'acheter un ticket qui a le prix indiqué. Et ensuite, vous pouvez aller le passer dans la machine. Il faut retirer le ticket et il faut le garder pendant tout le trajet. Ensuite, vous descendez à la station où vous vouliez aller. Ça va vous dire si jamais vous êtes trompé. Hein. Et il y a des machines aussi où vous pouvez réajuster le prix que vous avez payé si jamais vous avez payé trop ou si jamais vous avez payé pas assez. Vous inquiétez pas, si vous faites des erreurs, vous n'êtes pas coincé à aller dans le métro. Et ensuite, il faut remettre le ticket dans la machine quand vous sortez. Et là, il va pas vous rendre le ticket. Et j'arrête pas de me faire avoir. Je passe ma vie à genre m'arrêter quand je sors du métro pour attendre que le ticket ressorte et il ressort pas. Donc faites pas comme moi, soyez pas stupide. La deuxième méthode pour payer dans le métro de Tokyo, c'est la carte magnétique. Il y a 2 sortes de cartes magnétiques, il y a la carte Passmo et la carte Suica. Moi j'ai une Suica. Parce que l'avantage des Suica, c'est que on peut les utiliser dans la plupart des grandes villes japonaises autres que Tokyo. Je sais que ma Suica, elle marche à Nagoya. C'est juste que je peux pas prendre d'abonnement dessus pour le métro de Nagoya. Du coup, il a fallu que je prenne la carte de Nagoya qui s'appelle la Manaka. Mais sinon, j'aurais gardé ma Suica parce que ça marchait exactement pareil. Le principe, c'est que c'est un peu comme une carte de crédit.
Dans le sens où vous mettez des sous dessus, comme si vous aviez un compte en banque Suica, et vous la bipez quand vous rentrez et quand vous sortez du métro, et ça va à chaque fois retirer le montant. J'ai remarqué que pour tous les trajets que j'ai fait à Tokyo avec, ça me faisait payer 5 yens de moins. Donc à force ça se rajoute les économies, mais c'est vrai que c'est des petites économies. Une autre chose qui est bonne à savoir aussi avec les cartes Pasmo et Suica, c'est que vous pouvez vous en servir comme carte de paiement, pas seulement pour le métro. Vous pouvez aussi vous en servir par exemple pour payer dans les distributeurs automatiques. La plupart des compagnies dans lesquelles je suis allée acceptaient de payer avec la Suica. Et la Pasmo aussi d'ailleurs. Il est possible que la cantine universitaire de votre université, si jamais vous êtes en échange, accepte également les paiements avec les cartes de transport. Ça permet de payer 1 milliard de trucs. Et du coup, c'est pas trop grave si jamais vous chargez un peu trop d'argent dessus. Je vous conseille, cela dit, de charger au moins 2000 yens au début dessus, comme ça vous êtes un peu large. Parce qu'on se rend pas très bien compte en fait de combien ça nous coûte les transports au début, j'ai remarqué. Une autre chose à savoir aussi, je sais pas du coup pour la carte Pasmo, mais pour la carte Suica vous pouvez que la payer en liquide, vous pouvez pas payer par carte et du coup c'est relou. C'est pour ça que j'ai attendu genre 3 ou 4 jours avant de m'en prendre une, peut-être même plus, je sais même plus. Du coup pensez à retirer un petit peu d'argent et vous achetez la carte Suica. Elle coûte 500 yens et il faut en plus rajouter le montant d'argent que vous voulez prendre. Et il me semble qu'au bout d'un moment, ils remboursent les 100 yens, mais je ne sais plus trop, c'est genre. Et un autre truc qui est bon à savoir aussi par rapport au chargement des yens dessus, c'est que ça n'expire pas. Donc si jamais vous allez cet été au Japon et que vous dépensez pas tous les sous que vous avez mis sur votre Suica, vous pourrez lors de votre prochain voyage à Tokyo les utiliser. Donc perdez pas votre Suica. Il est possible d'avoir des abonnements de métro qu'on paye au mois, mais comme je n'habite pas à Tokyo, je n'ai pas regardé comment on fait. Mais en tout cas, je sais qu'à Nagoya c'est possible, c'est quasiment la même carte, c'est la Manaka, que je sais pas où j'ai foutu d'ailleurs, donc je peux pas vous la montrer. Mais en gros, genre, il n'y a pas de pingouin dessus et elle est jaune. Et tous les mois, je dois payer un truc du genre 15 000 yens pour avoir accès illimité à toutes les stations entre chez moi et ma fac. 15 000 yens, c'est beaucoup. Donc souvent, ça vaut pas forcément le coup de payer un abonnement. Sauf que comme ma fac est à 1h30 de chez moi, en fait en 2 semaines je rentabilise mon abonnement. Donc en soi, se repérer dans le métro par rapport au plan des lignes et tout, c'est pas trop dur. Si jamais vous avez peur d'avoir du mal à trouver la station sur le grand plan qu'il y a, essayez à l'avance de regarder en fait sur une vraie carte dans quelle zone de Tokyo vous êtes, si vous êtes à l'ouest, si vous êtes au sud, si vous êtes à l'est ou au nord, ou au centre. Parce que du coup la carte du métro est à peu près agencée comme ça et donc c'est beaucoup plus facile de chercher juste dans la zone en haut à droite plutôt que dans tout. La difficulté, je pense, la plus grosse du métro de Tokyo, c'est les grandes gares. Donc je pense à la gare de Tokyo, la gare de Shinjuku, la gare d'Ikebukuro. Spécifiquement ces trois là, mais il y a d'autres grandes gares quand même, genre celle de Ueno elle était assez massive aussi. Grosso modo, les gares où il y a à la fois la JR et le métro qui passent, c'est souvent le bordel dedans. Et pour ça, il y a 2 choses que je vous recommande. Déjà, ayez Google Maps. Si dans Google Maps vous zoomez suffisamment sur le bâtiment de la gare, vous pouvez voir des numéros des sorties, qui est extrêmement pratique parce que par exemple à Ikebukuro, je me souviens être sortie à la sortie numéro 32. Et je ne sais pas combien de sorties il y a en tout, mais il y en a au moins 32 et 32 sorties c'est beaucoup quoi. Une autre chose aussi qui est extrêmement utile, c'est de savoir à peu près dans quelle direction sud, nord, est, ouest vous devez aller. Parce que des fois, comme par exemple à la gare d'Ikebukuro, ils indiquent juste genre si c'est la sortie nord, sud, est, ouest. Et ils indiquent pas tout de suite les numéros des sorties. Donc on s'est retrouvés dans cette situation là à Ikebukuro, du coup je vous préviens. Ça aide aussi de savoir un peu lire les katakana si jamais vous avez le temps de l'apprendre avant d'aller en voyage à Tokyo. Parce que souvent il y a aussi marqué sur les affiches genre les noms des quartiers. Et donc nous on s'est sortis de nos emmerdements à Ikebukuro parce qu'on a vu qu'il y avait une affiche où il y avait marqué Sunshine City en katakana.
Et du coup c'était là qu'on voulait aller, donc ça tombait bien. Pour des conseils plus généraux à propos du métro de Tokyo, je pense que le numéro 1 c'est paniquez pas. Même s'il y a beaucoup de gens, même s'il y a des gens qui vous rentrent dedans, ou même si vous vous rendez compte que vous marchez pas dans la même direction que tout le monde, c'est pas grave. Vous embêtez les gens, mais on s'en fout d'embêter les gens dans le fond, hein. Ils peuvent faire le tour. Vous n'êtes pas genre, vous prenez pas 15 mètres de largeur, c'est pas possible. Donc ils peuvent passer à côté de vous, vous inquiétez pas trop. Dans tous les cas, vous aurez sûrement l'air de touriste, donc ils sauront que vous êtes perdu. Si vous avez un peu de mal avec un truc, vous pouvez assez facilement trouver des employés des métros. Ils ont toujours genre l'uniforme et la casquette et tout. Et en général, ils se débrouillent pas trop mal en anglais. Du coup, vous pouvez leur demander. Vous pouvez aussi simplement leur montrer sur votre téléphone où est-ce que vous voulez aller, comment ça s'appelle si jamais vous n'avez pas internet. Et contrairement à en France, ils vous enverront pas bouler. Ils vous expliqueront gentiment. Parfois même, ils vous accompagneront jusqu'à votre sortie. Et c'est la même chose aussi pour les Japonais qui n'ont pas l'air particulièrement pressés, genre qui sont en train d'attendre, mettons, dans la gare. Vous pouvez aussi leur demander gentiment. Et en général, ils se feront un plaisir de vous aider. Il n'y a pas d'agressivité ambiante du tout et il faut pas avoir peur de demander, même s'il y a la barrière de la langue. La plupart ils peuvent quand même genre faire des signes et tout. Surtout qu'en plus expliquer des directions avec des signes c'est pas le truc forcément le plus complexe du monde. Du coup vous arriverez quand même à vous comprendre, vous inquiétez pas. Je pense aussi que c'est pas une mauvaise chose que je fasse un petit rappel des manières dans les trains parce que c'est pas forcément exactement la même chose qu'en France. Les Japonais ne discutent pratiquement pas dans les trains, ou alors ils le font avec une voix très basse. Si jamais vous voyez des vieux discuter, ça veut pas dire que vous avez le droit, parce que les vieux, en gros, ils font ce qu'ils veulent, vu qu'ils sont vieux. Et c'est culturellement accepté que plus on est âgé, plus on a le droit de genre pas respecter les règles, en gros. Mais ouais, si vous êtes un touriste, par contre, genre personne va vous laisser passer ça. Ça va juste être le gros malaise dans tout le wagon et tout le monde va vous regarder en mode genre c'est quand qu'il se la ferme. Évitez de parler fort dans les wagons. Ou même de parler de façon normale en fait, parce que de façon normale c'est fort pour tout le monde, vu qu'il n'y a que vous qui parlez. Chuchotez dans les trains si jamais vous avez envie de discuter. Aussi, ne décrochez jamais votre téléphone, mais genre jamais. Si jamais il y a quelqu'un qui vous appelle sur votre téléphone pendant que vous êtes dans le train, vous lui envoyez un SMS, vous lui dites attendez je suis dans le train, je vais descendre et puis on parlera. Même si c'est le truc de votre vie, ou alors si jamais genre c'est vraiment une urgence, vous descendez à la station suivante quoi. Mais j'ai jamais vu, et ça fait un mois et demi que je suis là maintenant, j'ai jamais vu quelqu'un décrocher le téléphone dans le train, alors que je prends quand même le train 3 heures par jour. Également, à propos du téléphone, mettez-les sur vibreur. Il faut pas qu'il sonne dans le train, c'est important. En fait, dites-vous que le train, la moitié des Japonais l'utilisent comme endroit de sieste mobile. Et que du coup, vous n'avez pas envie de déranger des gens qui font leur sieste. C'est un peu ça comment dire, le feeling derrière. Et je suis la première à faire ma sieste dans le train, honnêtement. Vous pouvez d'ailleurs faire votre sieste dans le train, mais faites gaffe parce que comme vous n'avez pas trop l'habitude, vous risquez de louper votre station en fait. De la même manière, c'est aussi relativement courant que quelqu'un s'endorme sur vous dans le train. Vous avez deux solutions, soit faire comme s'il n'existait pas, ce qu'en général je le fais, parce que la personne ne fait pas exprès donc c'est pas grave. Soit vous faites genre et puis il va se réveiller un petit peu et puis peut-être se pencher de l'autre côté. Mais une fois j'ai eu un japonais, il était littéralement genre penché comme ça sur moi, à peu près ça de ma tête, et j'étais trop genre il va poser sa tête sur mon épaule sauf qu'il l'a pas fait, il s'est réveillé avant. Mais c'était un peu drôle parce que du coup j'étais genre tournée vers là en train de chuchoter avec mes amis et je voyais le mec se pencher, c'était trop genre tu vas tomber, ça va s'arrêter d'un coup, tu vas tomber. Autrement, le coup de se lever pour laisser les personnes âgées s'asseoir, c'est pas si courant. Il y a des sièges spécifiques au bout de chaque wagon pour les personnes qui veulent s'asseoir, genre soit qui sont enceintes, soit qui sont âgées, soit qui ont un pacemaker. Mais la plupart du... Enfin, genre j'ai jamais vu un seul japonais se lever. Je me suis levée personnellement. Mais ouais non. Peut-être que genre c'est pas aussi courant que ça. Je ne sais pas.
Et puis autrement, on ne mange pas et on ne boit pas dans le train. Boire, j'ai déjà vu plusieurs personnes le faire. Mais genre, si jamais vous le faites, faites bien gaffe à genre reboucher le bouchon et tout. Parce que le plus important en fait c'est de ne pas salir le wagon et donc si jamais il s'arrête et que vous vous en renversez, c'est vraiment la merde. Et puis ouais, évitez de manger. Et puis je crois que j'ai fait le tour un peu pour les manières dans le train. Si jamais vous voyagez avec des grosses valises, préparez-vous à faire chier tout le monde. Surtout quand vous voulez descendre. Ça, il n'y a pas vraiment le choix. Si jamais vous savez l'adresse de votre prochaine destination et que vous prenez le train, vous pouvez utiliser le service qui s'appelle TagCubing, qui est un service de livraison qui livre en 24 heures, voire même moins. Du coup, ça permet de transporter vos valises sans devoir passer par les transports en commun. Et en plus, genre, si vos valises elles sont lourdes, c'est le bonheur. C'est hyper normal ici en fait pour les gens d'envoyer leurs valises séparément quand ils partent en vacances. Et d'ailleurs, ça surprend beaucoup de Japonais quand ils réalisent qu'il n'y a pas de TagCubing à l'extérieur du Japon et que du coup, c'est le bordel. Mes épaules regrettent encore que j'ai pas fait ça. Vous pouvez trouver des plans du métro dans toutes les stations, il y en a en japonais et il y en a en anglais et je crois même qu'il y en a en coréen, en chinois aussi. Et puis sinon quand vous vous déplacez et que vous avez le wifi, Google Maps est extrêmement pratique parce qu'il va vous indiquer par quelle ligne passer, à quelle station faire les changements. Sur les lignes d'hier, il vous donne même quel quai aller. Il vous donne aussi par exemple si jamais il y a des trains express qu'il faut pas prendre, il vous dit genre prenez pas celui-là, prenez le prochain. C'est hyper bien indiqué. Faites attention aussi à essayer de vérifier si les kanji du nom des lignes correspondent bien à ceux qui sont affichés sur le train. Parce que parfois vous pouvez monter par exemple dans un express qui va donc faire genre toute une ligne, sauf qu'il y aura mettons 5 stations et il va s'arrêter à la première et à la 5e. Et du coup si jamais vous vouliez descendre à la 3e, bah vous l'avez dans le film. Les trains au Japon, je dis train, je mets train, métro, tramway, tout ce qui est sur les rails dans la même bulle, hein. Enfin genre c'est la même chose. Ça a l'avantage au Japon de quasiment toujours être à l'heure. Donc si jamais il y a un retard de plus de 1 minute, je crois, ils vous préviennent, ils vous expliquent pourquoi. Méfiez-vous, la ligne Chuo a tendance à être régulièrement en retard. Et il y a eu un peu un sujet de blague la semaine dernière sur Twitter où genre la ligne Chuo elle était en retard tous les jours sauf le jour du typhon. Aussi les wagons sont extrêmement propres, du coup ouais, faites attention à pas les salir, genre pas faire tomber des papiers de votre sac, pas renverser de nourriture, de boissons, ce genre de choses. Ils sont climatisés l'été et ils sont chauffés l'hiver. Méfiez-vous quand même l'été parce qu'ils ont beau être climatisés, c'est genre on a quand même trop chaud quand il y a trop de monde dedans, donc ça change pas grand chose. Aussi, très important, messieurs, il y a des wagons qui sont réservés aux femmes. En général, c'est indiqué avec un sticker par terre sur le quai, rose, où il y a marqué en japonais que c'est un wagon pour femmes. Si mon souvenir est bon, les stickers sont aussi indiqués en anglais en petit, donc lisez les petites lignes. Et c'est aussi affiché sur les portes des wagons et sur les fenêtres. Donc en gros genre regardez les vitres, regardez par terre et voyez si vous êtes dans le mauvais wagon ou pas. Et aussi regardez simplement autour de vous, si jamais il y a vraiment que des femmes dans le wagon, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans le bon. Après sur certaines lignes, je sais que sur la ligne Hibiya que je prenais tout le temps, c'était le cas. Les wagons pour femmes c'est juste entre certaines heures et du coup vous pouvez rentrer dedans pendant la journée comme vous voulez. Je suis certaine que sur la ligne Hibiya c'était marqué en anglais dessus. Et que c'était genre que de 7h à 9h du matin, un truc comme ça, genre juste pour l'heure du rush, ces wagons-là étaient réservés aux femmes. Donc bon, il y a beaucoup d'infos, mais en fait sur le coup, c'est pas si dur à gérer que ça. C'est juste si vous regardez ma vidéo avant d'aller au Japon, vous êtes un peu paumé là, je suis désolée. J'ai essayé d'organiser ça du mieux que je pouvais, mais en même temps il y a quand même beaucoup d'infos qu'il faut que je vous donne. Du coup, j'ai décidé de prendre la route exhaustive et pas la route pédagogique. J'ai essayé mon... j'ai fait de mon mieux. Si jamais, malgré la route exhaustive, j'ai oublié des choses auxquelles vous avez pensé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je peux épingler des commentaires en fait dans la boîte à commentaires.
Du coup, regardez un petit peu les commentaires qui ont été laissés. Peut-être qu'il y aura d'autres informations utiles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et n'hésitez pas à me donner des suggestions pour une prochaine vidéo de cette série où j'explique un truc du fonctionnement de la vie au Japon qui pourrait vous être utile pendant votre voyage. J'ai encore pas du tout décidé de quelle vidéo je vais faire, donc genre vraiment je suis open pour les suggestions. Du coup, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi avec les gens que vous connaissez qui vont au Japon faire du tourisme, ça peut leur être utile. Et puis du coup je vous dis au revoir et je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!